Bonjour, ici Paul Vachon. Nous avons vu la semaine dernière la chasse gardée soviétique. Ce que j'entends par chasse gardée, c'est que tacitement, on reconnaît à une superpuissance son rôle d'influence dans les pays, les régions qui l'entourent. C'est le cas pour l'Union soviétique, on l'a vu, avec les pays qu'on appelait à l'époque les pays satellites. Alors, c'était l'ensemble des États baltes, la Pologne, jusqu'en Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et on a vu aussi de quelle façon l'Union soviétique, lorsque un gouvernement d'un pays satellite ne suivait pas la politique de l'Union soviétique, de quelle façon l'Union soviétique réagissait de façon brutale, bien sûr, souvent en envahissant avec des chars et des milliers d'hommes le pays qui contestait de quelque façon que ce soit son autorité. C'était la façon de faire de l'Union soviétique et ça reste, à mon avis, toujours leur façon de faire pour la Fédération de Russie. Ça ne veut pas dire que de notre côté, les choses étaient meilleures. C'est pas ça que ça veut dire et c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Nous allons voir les Amériques et la chasse gardée, à ce moment-là, des États-Unis d'Amérique, l'autre superpuissance. Il faut se remettre dans le contexte toujours de la guerre froide. La guerre froide, c'est la politique d'endiguement. Empêcher l'Union soviétique ou le communisme, après la reconnaissance de la Chine comme État communiste, il faut empêcher le communisme de s'étendre dans le monde parce que nos systèmes économiques, sociaux, politiques sont incompatibles. De l'autre côté, l'Union soviétique a exactement la même idée, empêcher l'impérialisme américain de s'étendre. Alors, ça nous emmène à deux autres théories. La première, la théorie des dominos. La théorie des dominos dit que si un État, dans le cas des Américains, devient communisme, bien, l'exemple peut être contagieux et les autres États peuvent avoir tendance à vouloir suivre le modèle et de devenir communistes à leur tour. Donc, il faut absolument empêcher le premier de devenir communiste pour éviter que par un effet domino, les autres le deviennent. D'où l'importance de suivre attentivement ce qui se passe dans les pays satellites qui nous entourent. Et ça nous emmène également à une autre théorie qui, elle, date d'il y a longtemps, du 19e siècle, qui était la doctrine Monroe. La doctrine Monroe se résume tout simplement à cette maxime que l'Europe s'occupe des affaires européennes et l'Amérique va s'occuper des affaires américaines. On comprend que les affaires américaines, c'est l'ensemble des Amériques. Et c'est ce qu'on va appeler de façon moderne l'isolationnisme américain, et ça a parfaitement fonctionné. On se souvient qu'après la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas fait partie de la SDN, se sont retirés dans leurs terres et ils ont été obligés, durant la Seconde Guerre mondiale, à devenir la police du monde pour empêcher l'expansion communiste. Alors, c'est un petit peu ce contexte-là qui va dominer dans les événements qui vont se passer en Amérique. C'est pas mieux, c'est différent. Mais la finalité est la même. Alors, on va voir principalement quelques cas, dont Cuba, le Chili, le Nicaragua. Mais on va également voir d'autres cas qui vont nous illustrer un petit peu le modèle américain. Et on va commencer par le Guatemala. En 1954, il y a eu un coup d'État au Guatemala qui a été organisé par la CIA. Pourquoi un coup d'État au Guatemala? Écoutez, le Guatemala, c'est pas un pays riche d'abord, là, et c'est pas un pays qui peut influencer de beaucoup ses voisins. Pourquoi? C'est parce que les intérêts américains étaient menacés. Le président de l'époque, qui s'appelle Jacobo Arbenz Guzman, va nationaliser les principales industries du Guatemala. Et ces industries-là sont des industries de fruits. D'ailleurs, ça va donner une expression que je vous dirais est un peu méprisante lorsqu'on parle de république de bananes. Lorsque ton produit principal d'exportation, ce sont les fruits, dont les bananes,
ou le café ou le sucre, ben, je pense qu'il faut respecter ça dans le sens que on est des acheteurs et on est bien content d'avoir ces produits-là. Et d'ailleurs, la plupart du temps, à un vil prix. Ceux qui souffrent, ce sont évidemment les producteurs, les petits producteurs. Alors, l'ensemble de la production fruitière, la presque totalité de la production fruitière est entre les mains d'une énorme compagnie qui s'appelle United Fruit et qui appartient aux Américains. Alors, le président de l'époque, Guzman, va proposer une réforme agraire de redonner des terres aux paysans et d'augmenter le salaire minimum. Évidemment que ça ne plaira pas à United Fruit et United Fruit, avec la CIA, vont décider de se débarrasser du président Habermas, qui devra démissionner, et un nouveau président sera élu, Castillo. Pas le président Guzman devra démissionner, et il sera remplacé par Castillo Armas, qui va annuler toutes les réformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur de la CIA de l'époque, Alan Hughes, est un des actionnaires de United Fruit. Alors, les intérêts étant étroitement liés. Ceci étant dit, quel est le lien avec la guerre froide? Bien, toutes les réformes, la réforme agraire, l'augmentation du salaire minimum, redonner des terres aux paysans, c'est considéré par les Américains comme une mesure socialiste et ce sont des mesures qu'il faut à tout prix éviter. Alors, c'est un exemple, puis je pense qu'il faut le retenir parce que ce qui va arriver après va drôlement se ressembler. Et on s'en va à ce moment-là sur l'île de Cuba. Cuba, en 1952, est dirigé par Fulgencio Batista. Ce n'est pas la première fois que Batista est au pouvoir. Il l'a déjà été auparavant, mais en 1952, il va réaliser un coup d'État et il va prendre le pouvoir. Lorsqu'on parle de corruption de gouvernement, j'allais presque dire que Fulgencio Batista est peut-être le champion de la corruption. Quoique, il y a de la compétition dans ce domaine, et pas à peu près. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Batista a des ententes avec la mafia italo-américaine. Et Cuba, excusez l'expression, est pratiquement le bordel des Américains. En fait, la mafia italo-américaine contrôle les casinos, les maisons de jeu, et il y en a de façon abondante à Cuba, à La Havane, entre autres. Et il y a des hôtels de luxe pour les Américains riches ou mafieux qui viennent à Cuba. Cuba est leur terre de prédilection. Les jeux d'argent, la mafia, trafic de la drogue, trafic de l'alcool, prostitution, voilà ce qu'est le côté sombre de Cuba. Et pour être capable de garder cette structure-là en place, bien évidemment, il faut faire preuve d'autoritarisme et il faut faire de la répression vis-à-vis des masses qui auraient envie de se révolter, de se soulever. Alors, le chômage, la pauvreté, l'analphabétisation, l'exclusion sociale pour le peuple cubain est une réalité, malheureusement. Et les États-Unis soutiennent Batista. Pourquoi que les États-Unis soutiennent Batista? Bien, c'est parce que, d'une part, ils s'en préoccupent peu, ça fonctionne bien. Bon, et c'est comme ça que les choses vont, en autant que ce n'est pas sur le territoire américain. Soutenir des dictatures, que tu sois du côté soviétique ou du côté américain, ne sera jamais une bonne idée, parce que ça finit toujours par te revenir. Alors, il y a une révolution, bien sûr, qui va couver, parce qu'il y a des masses de mécontentement. Alors, entre 1953 et 1959, va couver une révolution et il va y avoir plusieurs coups d'État qui vont être tentés, qui ne réussiront pas. Et les dirigeants vont être arrêtés, emprisonnés. Je pense entre autres à Fidel Castro et son frère Raúl Castro. À un moment donné, ils vont s'associer aussi avec un Argentin qui s'appelle Ernesto Guevara, qu'on va appeler El Che, et qui sera assassiné en Bolivie plusieurs années plus tard, après la Révolution cubaine. Alors, les castristes, les forces révolutionnaires, vont réussir à s'emparer du pouvoir en 1959. Batista va se réfugier, va se sauver
évidemment, de Cuba. Et il va y avoir une répression contre les dirigeants de Batista, notamment ceux qui contrôlaient l'armée, parce que c'était la torture, c'était la répression. Alors, ils vont goûter à leur propre médecine. Lorsque les révolutionnaires cubains vont prendre également le pouvoir, ils vont en exécuter plusieurs. Et à ce moment-là, on va tenter de dire que c'est un régime répressif. Mais la répression se faisant de tous les côtés, c'est la vengeance. Hein? On a des comptes à régler, alors on va les régler. Au début, les États-Unis appuient Castro, parce que Castro va même aller à New York et va déclarer qu'il veut instaurer un État démocratique, la liberté de la presse, tout ça. Il vient juste de prendre le pouvoir. Alors, je vous dirais que les États-Unis voient ça d'un bon œil. Pour eux autres, en autant qu'on fasse le ménage dans la mafia italo-américaine, ça les arrange en quelque sorte, mais l'ordre du monde reste pareil, alors ça va très bien. C'est lorsque Castro va commencer à faire des réformes que là, ça n'ira pas. Par exemple, la réforme agraire, nationaliser les terres. Il y a des compagnies aussi qui exploitent les fruits, le rhum, etc. Cuba, ça ne fera pas leur affaire. Alors, les nationalisations, sans compensation, vont hériter profondément des Américains. Et les nationaliser des casinos, les banques, etc., les hôtels, les Américains vont être expropriés. Alors, il va y avoir un affrontement là avec les États-Unis. Et beaucoup de Cubains qui profitaient du régime de Castro vont s'enfuir, vont s'exiler, et vont tous aller, pour la plupart, ils vont aller s'installer en Floride, où leurs descendants sont toujours aujourd'hui et qui sont j'allais dire castristes, Castro n'est plus là, mais anti-socialistes. Et en 1960, Castro n'a plus le choix, et il va se déclarer socialiste. La réaction américaine devant une déclaration de socialisme à Cuba va être assez, je vous dirais, importante. Ils vont décréter un embargo. Ils décrètent un embargo contre l'île de Cuba. Alors, c'est un embargo économique principalement, là, mais militaire aussi. Mais c'est un embargo économique. Les États-Unis vont empêcher aussi d'autres pays et toutes les sociétés américaines, les compagnies américaines, de faire affaire avec Cuba. Alors, économiquement parlant, là, Cuba est étranglé. Et en plus de ça, il y a un nouveau président qui vient d'être élu, il s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Et Kennedy va apprendre que la CIA a financé et organisé et entraîné les exilés cubains qui sont en Floride pour reprendre l'île aux mains des castristes. Et pour la CIA, ils disent à Kennedy, lorsqu'on va débarquer, le peuple cubain va nous accueillir avec enthousiasme. Kennedy va empêcher que des Marines américains débarquent, que ce soit des exilés cubains qui débarquent, ça va, mais les États-Unis vont fournir le matériel, les barges de débarquement, mais ce ne sont pas des Américains qui vont débarquer. Et le tout se fait en 1960 à la baie des Cochons. 1400 exilés cubains vont débarquer, dont l'objectif est de renverser le gouvernement cubain. Et ce que la CIA avait prévu, c'est le contraire qui va se passer. Ça me fait penser un peu à la situation actuelle en Ukraine. Alors qu'on pensait que les Ukrainiens accueilleraient les Russes avec enthousiasme, c'est exactement le contraire. Alors c'est ça qui s'est passé. Le peuple cubain s'est mobilisé, mais contre les exilés cubains, et ça va être un échec du débarquement. Les Cubains vont faire face à cette tentative d'invasion-là. Les Cubains veulent cette révolution-là. Ils ne savent pas ce que c'est que le socialisme, ils ne savent pas qu'est-ce qui va venir après, mais ils ont l'espoir que leur vie s'améliore et que leur vie change. Et à ce moment-là, l'Union soviétique va assurer la protection de l'île. Et l'Union soviétique va acheter la production de sucre, de rhum, que l'île de Cuba produit. Alors, les Cubains vont finalement se trouver un débouché avec l'Union soviétique et des pays satellites. Et en plus de ça, le tourisme va reprendre, mais ça va être un tourisme russe, allemand, polonais, etc. Les
ces pays-là viennent de trouver une île des Caraïbes qui va être capable de les accueillir. La situation économique s'améliore à Cuba et les Cubains, dans des échanges de réciprocité, vont également aller en Union soviétique ou en Allemagne ou ailleurs pour des échanges culturels ou des échanges économiques. En 1962, l'Union soviétique, de façon discrète, appelons ça comme ça, envoie des militaires à Cuba. On estime qu'ils sont autour de 50 000 et va installer des missiles sur l'île de Cuba. Et ça, évidemment, c'est dans le plus grand secret. En octobre 1962, un avion espion U-2 survole l'île de Cuba, prend des photos, prend des clichés, et le président Kennedy, les généraux, rencontrent le président Kennedy pour lui faire part d'une nouvelle troublante, inquiétante, et on dévoile que les Soviétiques ont installé des missiles à Cuba et que ces missiles-là peuvent transporter des ogives nucléaires. C'est la première fois que le territoire des États-Unis est menacé, depuis longtemps. En fait, depuis 1941. On se souvient du raid japonais sur Pearl Harbor, sur l'île d'Hawaï. Mais Hawaï est loin, même si c'est un territoire américain. Là, il s'agit du territoire direct. Et les missiles qui transportent des ogives nucléaires installés à Cuba peuvent atteindre la moitié du territoire américain, dont la ville de Washington, mais toute la région sud-est jusqu'au Middle West américain peuvent atteindre leur cible dans un temps de 5 minutes. Dans 5 minutes, là, tu n'as pas un temps de riposte tellement élevé. Alors, l'inquiétude est extrêmement grande et je vous dirais qu'il y a 2 groupes à l'intérieur du conseil de crise qui va s'installer. Il va y avoir 2 groupes, les faucons puis les colombes, c'est un classique. Les faucons qui veulent tout de suite envahir l'île de Cuba, bombarder d'abord l'île et envoyer des avions, des bombardiers, des parachutistes, envahir l'île et se débarrasser des forces communistes en présence. Les colombes, eux autres, disent, le temps qu'on va bombarder l'île, il y a des missiles qui sont sur les 36, il y en a peut-être une vingtaine, une quinzaine, mais on sait aujourd'hui qu'il y en avait 23 qui sont prêts, qui peuvent être lancés à tout moment. Et on établit le nombre de victimes américaines dans les 5 minutes qui vont suivre autour de 80 à 100 millions de personnes qui vont perdre la vie. Alors, il faut faire extrêmement attention. Et en plus de ça, il y a des navires, Khrouchtchev, qui est le secrétaire général du Parti communiste, envoie des navires vers l'île de Cuba pour les approvisionner en armes, en munitions, en vivres, etc. Et il y a des sous-marins qui escortent la flotte avec ordre de couler les navires qui vont l'empêcher de passer. Je vous dirais qu'heureusement, on a gardé une espèce de sang-froid. Et les États-Unis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décréter un blocus. En fait, les États-Unis achètent du temps. En décrétant un blocus, ils se disent, nos navires vont être là, peut-être que les Soviétiques n'oseront pas franchir le blocus. S'ils osent, c'est la guerre, mais on pense qu'ils n'oseront pas. En tout cas, tout le monde devrait réfléchir. Khrouchtchev va déclarer devant le blocus, si les États-Unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. Ça veut dire que les gens sont sensibles, ils savent ce que ça peut vouloir dire. On est vraiment proche d'une guerre nucléaire. Vraiment. 24 missiles sont opérationnels. Et en plus de ça, vous savez, cette crise-là a duré 13 jours. Ça n'a pas été long, là. 13 jours. Mais 13 jours qui ont fait trembler le monde. Et en plus de ça, à cette époque-là, on a la télévision. Et Kennedy va s'adresser au peuple américain et va dévoiler la stratégie soviétique. Évidemment que c'est la panique et l'indignation.
En plus de ça, dans la même semaine, un avion espion U-2 américain est abattu au-dessus de Cuba. Heureusement, encore une fois, les États-Unis ne protesteraient pas. Mais autant de la part de Castro qui demande aux Soviétiques d'attaquer, autant que des généraux qui font pression, mais le gouvernement américain, pour l'instant, essaie de jouer plutôt la carte de la diplomatie en utilisant ses diplomates et en utilisant des gens d'influence pour se parler. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de communiquer en direct. Il n'y a pas de ligne qui nous permette de communiquer. Alors, la réponse qui est attendue va arriver 8, 10, 12 heures plus tard. Dans une situation de crise, prendre une décision 12 heures plus tard, quand tu as des missiles qui te menacent à 5 minutes, c'est loin d'être l'idéal. Finalement, Khrouchtchev a donné ordre aux navires de respecter le blocus. Il y a eu des incidents. On n'en parlera pas, là, mais il y a eu des navires qui ont ouvert le feu. Mais, en tout cas, heureusement, ça n'a pas déclenché de guerre. Et on va trouver une entente diplomatique. Le RSS va accepter de retirer ses missiles à Cuba. Les États-Unis, de leur côté, vont reconnaître l'existence de Cuba. Ils vont promettre de ne jamais envahir l'île. Ils vont continuer leur blocus, mais ils ne feront plus d'invasion de l'île. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant une autre crise, le Chili. En 1970, le président Salvador Allende prend le pouvoir et le Parlement le désigne comme président. Il a pris le pouvoir avec moins de 40 des votes, presque 37 des votes. Et Allende se lance dans des réformes. Nationalisation des banques, nationalisation des mines de cuivre, qui appartiennent en totalité à l'Anaconda Copper, entre autres, qui appartiennent en totalité à des intérêts américains. Et une réforme agraire, 30 des terres sont expropriées et il augmente le salaire minimum de 40 Et il rétablit ses liens diplomatiques avec Cuba. Tout ceci, d'un point de vue, pourrait être encouragé et encourageant parce que il nous apparaît normal que les richesses naturelles d'un pays reviennent au pays. Mais la situation va très vite dégénérer parce que les Américains ne laisseront pas faire cette chose-là parce que Allende se déclare socialiste et évidemment, on vient de donner une porte d'entrée à l'Union soviétique. En 1972, l'inflation est de 172 en 1973, plus de 400 La production agricole chute. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, les États-Unis sont intervenus après la nationalisation des mines de cuivre pour faire chuter le prix du cuivre, qui était le principal produit d'exportation. Et les États-Unis interviennent également au niveau de la production agricole parce que la compétence n'est plus là. Les États-Unis vont boycotter des produits, vont en acheter de d'autres pays ailleurs. Alors, la production agricole chute, la production du cuivre chute, il y a des congédiements, les denrées n'arrivent pas, il y a des manifestations contre le gouvernement, de commerçants, de ménagères, etc. Et la CIA va appuyer le gouvernement. Ils ont même un fonds disponible de 10 millions pour déstabiliser le gouvernement Allende. On voit que la façon des Américains de fonctionner pour la déstabilisation du régime est très différente de la façon, je dirais, brutale des Soviétiques. Et la CIA va discrètement donner son appui à l'armée chilienne au cas où il y aurait, disons, un coup d'État. Les journaux d'opposition, comme El Mercurio, vont être également financés. Le 11 septembre 1973, un coup d'État va avoir lieu et Augusto Pinochet, commandant en chef des armées, va donner l'ordre de bombarder le palais présidentiel, le palais de la Moneda. Allende se suicide. On dit qu'il a été assassiné, mais en fait, il s'est suicidé. Il n'y a à peu près pas d'autre alternative. Pinochet va établir une dictature. 3200 Chiliens seront tués, notamment au stade. Les gens sont apportés là, sont torturés. 38 000 personnes ont été torturées. Plus d'1 million de Chiliens vont s'exiler ou être expulsés du Chili.
l'objectif, terroriser le peuple pour l'empêcher de se soulever. Ce n'est qu'en 1988, donc 15 ans plus tard, que la démocratie va être rétablie. Et Pinochet, malgré le fait qu'il soit poursuivi en justice au niveau international, va bénéficier de l'immunité parce qu'on ne veut pas reprendre ça. Et il meurt en 2006 à l'âge de 91 ans, n'ayant pas expié ses crimes. Merci beaucoup. À la prochaine.